Le cancer des démocraties, c'est ce qu'on pourrait appeler la murdockisation des esprits. Alors pour comprendre l'évolution des médias, à la fois dans leur fabrication, mais aussi dans leur distribution, parce que les deux sont liés, et pour comprendre l'impact des médias sur la vie politique et aussi sur la vie des citoyens, leur vie quotidienne, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de creuser dans le détail. Un exemple. Cet exemple, c'est celui de l'homme qui en a tiré le plus de profit. Plus de profit de ce cancer des démocraties, avant que tous les géants du numérique ne débarquent et multiplient à la fois les effets néfastes de la pollution du débat public qu'il avait initié, mais aussi de la polarisation de la vie politique. Cet exemple, il est à proprement parler monstrueux, mais littéralement phénoménal. Vous le connaissez tous, au moins de nom. C'est celui de Rupert Murdoch et de son groupe australien qui s'appelle News Corp. Il existe, si vous voulez creuser, un bon résumé de sa vie, de la vie de Rupert Murdoch. C'est écrit par l'historien David Colon, qui est prof à Sciences Po. C'est un livre qui est sorti en 2002 et qui s'appelle assez sobrement L'empereur des médias qui manipule le monde. Dedans, Colon reprend les meilleurs livres en anglais, les meilleurs livres américains sur Rupert Murdoch, des livres écrits de l'intérieur de son empire. Et Colon avait déjà écrit d'ailleurs, s'intéresse beaucoup à ces sujets. Il avait écrit un livre qui s'appelle Propagande, qui est sur la manipulation de masse dans le monde contemporain, et un autre qui s'appelle Les maîtres de la manipulation, sur tout le dernier siècle de persuasion de masse, avec Edward Bernays, qui est le neveu de Freud, qui avait publié en 28 Propaganda, le grand bréviaire de la manipulation de masse, jusqu'à Mark Zuckerberg, dont l'empire Facebook avait été ébranlé en 2018 par le scandale Cambridge Analytica, en passant par Goebbels, par Walt Disney, par Lin Biao, l'auteur du Petit Livre Rouge, ou même par Steve Bannon, on en reparlera tout à l'heure, celui qui a mené avec le Tea Party, puis avec l'alt-right, la guerre culturelle qui a fini par installer Donald Trump à la Maison-Blanche, en parachevant d'une certaine manière l'œuvre de la vie de Rupert Murdoch. Murdoch, c'est un entrepreneur australien qui vient donc du bout du monde, d'une île. Il est né en 1931 et il est vraiment devenu l'empereur des médias parce que techniquement, son empire médiatique est le plus grand qui n'ait jamais été détenu par une seule personne. Sa maison mère, News Corp, pèse, en prenant en compte l'inflation, 60 fois l'empire de William Randolph Hearst et 200 fois celui de Joseph Pulitzer. C'étaient les deux précurseurs de la presse à scandale, à but politique aux États-Unis. C'est Hearst, vous savez, qui a inspiré Orson Welles et son co-scénariste Herman Mankiewicz pour écrire Citizen Kane, qui est sorti quand Murdoch avait 10 ans. Et à l'époque, il rêvait déjà que de ce pouvoir-là, le pouvoir paranoïaque des patrons, des barons de la presse. À son apogée, News Corp, c'est un groupe qui pèse 60 milliards de dollars. Le tiers de ces 60 milliards, c'est la fortune personnelle simplement de Rupert Murdoch et de sa famille. C'est un groupe qui est présent sur tous les continents, qui a généré jusqu'à 28 milliards de dollars de revenus annuels à travers 800 entreprises différentes. Murdoch possède 175 journaux et magazines, des dizaines de chaînes de télévision, des réseaux même, dont Fox News, Sky News, les deux plus connus, un studio hollywoodien, la Fox, et aussi la deuxième plus grande maison d'édition au monde, qui s'appelle HarperCollins. Si Murdoch voulait conquérir le monde, il a fallu, pour qu'il y arrive, qu'il transgresse toutes les règles éthiques. Et au départ, il partait d'un tout petit journal, un journal en quasi-faillite qu'il avait hérité de son père, alors qu'il était tout jeune, dans une ville isolée d'Australie. Et le plus remarquable et le plus dangereux dans toute cette affaire, c'est que depuis 70 ans, Murdoch est absolument seul aux commandes de cet empire médiatique présent sur tous les continents. Il fait partie des 100 milliardaires les plus riches du monde, sans discontinuer depuis plus de 35 ans, ce qui est rare. Aujourd'hui, sa fortune représente 17 milliards, mais en 2021, c'était 23,5 milliards de dollars. C'est quasiment du jamais vu pour un patron de médias. Parce que finalement, jamais quelqu'un n'a allié à ce point une force de frappe économique d'un milliardaire, une puissance médiatique, avec des participations croisées dans des médias très différents, et donc une puissance politique. Et à 92 ans passés, je crois qu'on peut dire que Murdoch va mourir sur son trône. C'est cette longévité qui fait son pouvoir. En 2016, la chute de Roger Ailes, le patron de Fox News, à la suite de nombreuses accusations de harcèlement sexuel, la série Loudest Voice en parle très bien. Et évidemment,
juste avant, c'était la victoire de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le feu et la fureur, le livre de Michael Wolff le raconte de l'intérieur, ont remis Rupert Murdoch sur le devant de la scène. Mais ce qui va rester de lui dans la culture populaire, ce n'est pas son empire. C'est la série Succession. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. C'est une série en 4 saisons qui a été créée par un Britannique qui s'appelle Jesse Armstrong. Et elle exprime parfaitement ce qu'est le cancer de nos démocraties, c'est-à-dire le désir des milliardaires d'avoir un pouvoir politique en manipulant les masses grâce à ses participations croisées dans des journaux, des chaînes de télé, des médias en ligne, parfois même des réseaux sociaux, et de l'autre côté, le désir des politiques d'obtenir à tout prix leur bonne grâce pour s'assurer une victoire électorale, pour s'assurer de conserver leur pouvoir, de replacer leurs proches, ou de négocier après leur carrière de très juteux contrats, parce qu'aucun de ces hommes de pouvoir n'a au fond, du côté des médias ou du côté de la politique, le sens de l'intérêt général. Et c'est pour ça que Jesse Armstrong a créé une satire d'un mania des médias et de sa famille, qui joue sans cesse de cette pression médiatique pour que les politiques, in fine, servent leurs intérêts. Lui, Armstrong, il avait conseillé à un petit député britannique, qui ensuite était devenu un ministre sans grand intérêt au moment de la victoire de Tony Blair en 97. Et là, dégoûté de la vie politique, il avait rejoint l'équipe du réalisateur Armando Iannucci pour écrire déjà des satires politiques excellentes, The Thick of It, In the Loop, VIP, que vous avez peut-être vu. Et en 2007, il veut se lancer dans le grand bain, alors il écrit pour la chaîne britannique Channel 4 un film très sobrement intitulé Murdoch. Tout s'y déroule en une journée, celle du 78e anniversaire du mania Rupert Murdoch, organisé en surprise par sa femme, l'espionne chinoise Wendy Deng, en 2009 donc. Et Murdoch profite de cette fête pour demander à ses 4 enfants d'accepter de modifier le trust familial pour donner un droit de vote à ses 2 petites filles qui sont nées de son mariage avec cette fameuse Wendy Deng. Ça discute, ça se dispute, les frères se montent les uns contre les autres, après ils forment des alliances, et évidemment leur père, Rupert Murdoch, les manipule à chaque occasion. Et finalement, à la fin de ce scénario, ils rejettent tous sa demande, chacun avec leurs propres raisons, inspirées de leur enfance, de leur vie d'héritier, d'enfant de milliardaire. Sauf que ce film, vous l'avez jamais vu puisqu'il ne s'est jamais tourné. La chaîne a pris peur, la maison mère de la société de production a été rachetée d'ailleurs par Time Warner, le conglomérat qui possède CNN, qui est le concurrent direct de Fox News et de News Corp depuis toujours. Alors pourquoi ? L'ancien bras droit de Rupert Murdoch, qui s'appelle Gary Ginsberg, venait de passer chez l'ennemi en devenant le bras droit de Jeff Bezos, le PDG de Time Warner. C'est quelqu'un, Ginsberg, qui avait travaillé dans l'administration Clinton et puis qui avait déjà à l'époque changé de crèmerie en devenant le principal confident de Rupert Murdoch chez News Corp pendant 11 ans. C'est lui d'ailleurs qui a arrangé le soutien de Murdoch à Hillary Clinton en 2006, qui a arrangé la rencontre secrète de Obama et Murdoch en 2008 à New York, et le grand moment de la vie de Rupert Murdoch pour faire un grand fuck à tout l'establishment, le rachat du Wall Street Journal à la famille Bancroft en 2007. Alors lorsque Matthew Freud, le petit-fils du père de la psychanalyse, mais gendre de Murdoch, qui a été conseiller en relations publiques de Tony Blair, a mis la main sur le scénario de Jesse Armstrong, il l'a immédiatement transmis à Ginsberg, qui à l'époque donc travaillait pour Murdoch. Il l'a trouvé très drôle d'ailleurs, Ginsberg, très bien informé, mais il a voulu protéger Murdoch. Alors ce scénario a été intégré en 2010 à ce qu'on appelle la blacklist. C'est une liste des meilleurs scénarios qui ne sont pas parvenus à être produits et qui circulent dans tout Hollywood pour avoir une dernière chance. Mais l'ironie de cette histoire, c'est que lorsque Ginsberg a dû, en juin 2018, s'avouer vaincu dans la vente de Time Warner à l'opérateur AT&T, après qu'il ait convaincu Jared Kushner, le gendre et le bras droit du président Donald Trump, de demander la séparation de CNN, la diffusion de Succession venait à peine de commencer sur HBO, qui est une filiale de Warner. Et Murdoch a racheté à Warner, d'ailleurs, son concurrent en 2021, 3 ans plus tard, le site People TMZ. Vous savez, c'est le site qui avait annoncé en premier la mort de Michael Jackson en 2009. Alors après le succès critique total de Succession, Ginsberg, ça lui a donné des idées, il s'est mis à l'écriture aussi, il a publié en 2021 un livre, un bon livre, sur ce qu'il appelle les First Friends. C'est les meilleurs amis qui sont conseillers de l'ombre des présidents américains, ce qu'il aurait certainement d'ailleurs voulu être, et je vous invite à le lire parce qu'on découvre des histoires méconnues mais passionnantes sur ce cancer aussi de la démocratie. On découvre par exemple l'histoire de David Ormsby Gore. Il avait connu JFK à Londres, avant-guerre, quand le père de JFK était ambassadeur des États-Unis en Angleterre.
et il l'a conseillé sur la crise des missiles à Cuba et puis sur sa politique étrangère jusqu'à son assassinat. On découvre Daisy Suckley, c'est la confidente incognito de Roosevelt. Eddie Jacobson, c'est l'associé, l'ami d'enfance d'Harry Truman, qui l'a convaincu en 1948 de reconnaître l'État d'Israël alors que le président américain tergiversait pas mal. On découvre Joshua Speed, qui a sauvé physiquement Lincoln de sa dépression avant de l'aider à sauver l'Union. Si Lincoln était mort avant d'être président des États-Unis, le monde serait bien différent. On découvre évidemment Vernon Jordan, qui a protégé Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky, ou l'écrivain Nathaniel Hawthorne, un grand écrivain américain, qui a été sauvé de la faillite plusieurs fois par son ami le président Franklin Pierce. Il raconte d'ailleurs aussi comment James Madison, le protégé de Thomas Jefferson, lui a succédé à la Maison-Blanche en 1808 avec sa femme qui va installer le statut de First Lady. Et c'est un livre qui nous apprend en creux beaucoup sur ces chefs paranoïaques, un peu le président Schreiber chez Freud. Ces paranoïaques que la démocratie aujourd'hui se donne comme chef d'État, comme patron de médias, comme star. Et d'ailleurs, c'est fort de ce constat que Jesse Armstrong a complètement transformé son projet de long métrage en une série de fiction avec un pitch fabuleux. C'est un Dallas version Festen. Festen, c'est un film danois, vous savez, de Thomas Winterberg, qui est sorti en 1998, où le fils un peu turbulent d'un grand notable révèle en plein anniversaire mondain dans un château que son père, le patriarche, l'a touché quand il était enfant. Alors, c'est le début d'un film magnifique, et c'est l'éternel thème shakespearien du roi Lear. C'est le rendez-vous d'une hache et d'une rose, comme disait Suran, avec une violence très crue des propos qu'on n'a jamais vu avant ailleurs que dans Succession. Parce que ces propos violents abondent en fait le drame intérieur de chacun de ces personnages, tous plus dingues les uns que les autres. Dingues parce qu'ils ne peuvent pas apprendre de leurs erreurs, ils ne peuvent pas changer de vie pour prendre une voie où ils pourraient accomplir quoi que ce soit, mais eux-mêmes. Parce qu'ils ont toujours été dans une bulle de protection cossue, mais étouffante. Cette bulle, c'est aussi celle de Fox News, c'est celle des suprémacistes blancs, qui sont les héritiers justement des opposants de Jackson, celui qui avait créé le Parti démocrate en 1828, pour prendre le pouvoir évidemment, mais comment ? En récupérant l'électorat pauvre, en lui parlant de démocratie dans un système politique, le système américain, qui n'est pas du tout conçu pour la démocratie, alors qu'il influence le monde entier via le soft power de ces grands médias et de ces grandes sociétés de divertissement. C'est avec ce pitch de 4 mots qu'Armstrong a convaincu Frank Rich, un vieux diplômé d'Harvard qui a été éditorialiste politique et critique de théâtre au New York Times, et qui s'attaquait déjà régulièrement à Fox News d'ailleurs dans le New York Times, de devenir producteur pour HBO en 2008. Ensemble, ils développent cette série sur l'accès au pouvoir, et sur ce que le pouvoir, ou en l'occurrence le père Logan, en définit tout le temps comme être un être sérieux. Par définition, ses enfants pour lui ne le sont pas. Et ces personnages secondaires qui deviennent les personnages principaux ont leur propre langage, ils ont leur propre comportement, qui est le fruit d'une hyperconnexion. Une hypercorrection qui les rend ridicules, mais irrésistibles. Parce que, un peu comme des transclasses, vous savez, qui deviennent un peu les idiots du village, à force de changer leur nature, avec des mots verbeux, avec des gestes empruntés, avec ce ton un peu censé imiter les classes supérieures, les classes plus huppées. Et bien ces personnages de Succession, ils ajoutent sans cesse des mots, ils inversent l'ordre des phrases, ils font plein de choses qui semblent finalement très appropriées dans la série, dans ces situations, mais qui sont absolument absurdes. Et tous les héritiers ont des incohérences dans leur langage. Dans Succession, ils les poussent à la limite de ce qu'ils peuvent exprimer. Ils les poussent à l'extrême, dans un mélange permanent de vérité et de mensonge. On voit par exemple l'aîné Connor, un peu le plus timoré des quatre, qui décide de se présenter aux élections présidentielles, déjà parce qu'il en a les moyens, et comme il le dit lui-même, ça rend une élection tellement plus intéressante d'y participer. Alors, il livre même à ses frères et sœurs son secret pour survivre dans ce monde sans pitié, dans ce monde paranoïaque. Il dit « j'ai pas besoin d'amour ». Et pour moi, c'est comme un super pouvoir. Son frère, lui, Kendall, n'a pas ce super pouvoir et il veut à tout prix avoir un talent oratoire. Alors, il a une langue familière, mais infusée de mots à la mode, puisée dans le rap, puisée justement dans la mode. C'est des torrents de mots qui déversent et qui doivent en tout cas combler des trous. Parce que sans cesse, il veut préciser sa pensée. Sa peur profonde, c'est de passer pour un imbécile, pour quelqu'un de pas sérieux, comme on disait. Alors que, au final, le pouvoir, il est silencieux. Il impose, il nécessite de se recroqueviller à l'intérieur de soi-même jusqu'à l'explosion d'une décision qui va le faire se projeter à l'extérieur. La seule fille de Logan, elle s'appelle Shiv, elle a tellement dosé chacun de ses actes pour garder le plus d'options ouvertes qu'elle n'expose sa souffrance qu'à la toute fin de la série à son mari, en l'occurrence Tom, en l'assassinant verbalement.
Et un peu plus tard, quand elle lui annonce qu'elle est enceinte de lui, il croit à un énième stratagème. Il peut pas croire, il peut plus croire sa propre femme. Là, attention, parce que je vais vous spoiler. Mais à la fin de la série, cette fille, la fille d'un père qu'elle aime, la fille à papa, quoi, un père qui la soumet quand même, finit par être la femme d'un homme qu'elle aime plus, et qu'elle arrive même plus à soumettre, parce que c'est lui finalement qui prend la relève de son père à sa place. Il devient un homme de paille, mais Shiv est devenue prisonnière de son envie, l'envie de Shiv, de toucher le pouvoir. Et elle a décidé pour l'empire paternel de ce destin non familial, on va dire, et c'est son couple maintenant qui va la pousser. Parce que finalement, c'est la seule démocrate de la famille, c'est la seule femme. Et dans cette famille, il ne peut pas y avoir de morale, et il ne peut pas y avoir de femme au pouvoir. D'ailleurs, en parlant de morale, à la fin de la série, on laisse en suspens le résultat d'une élection présidentielle où un suprémaciste blanc risque d'être élu. Parce que pour les auteurs, ce n'est pas une fiction de définir la vie politique américaine. Et lorsque Shiv effleure la main de son mari, qui est devenu président de paille donc de l'Empire, c'est le premier acte de ce patron, juste avant de virer ses deux compagnons de route de Logan qui étaient là depuis le début de l'aventure et qui l'ont toujours pris de haut. Et c'est un peu cette réparation des vases entre un petit parvenu qui peut se faire virer en un coup de crayon par un milliardaire étranger, et cette femme qui détient à vitam aeternam la fortune et le prestige qu'elle n'a pas mérité mais qui sont hérités de son père et hérités de son nom. Et c'est celui qui en dit le moins qui ressemble finalement le plus à son père. Il s'appelle Roman et il finit la série comme il l'a commencé, en petit playboy triste, pensant à l'amour impossible de sa vie, la directrice juridique qu'il a essayé de virer d'ailleurs lorsqu'il co-dirigeait l'Empire. Et c'est lui qui tient ce rôle de bouffon, un rôle central dans la démocratie et dans la société. Ce rôle de celui capable de dire l'indicible, la vérité, et ensuite de se défendre de ne pas l'avoir dit ou de ne pas l'avoir pensé. Il a un langage encore plus explosif que les autres, parce qu'il a cette position très puissante qui fait qu'il est capable, lui seul, de dire à la toute fin de la série que sa fratrie ne vaut rien, qu'ils ne sont que du bullshit, qu'ils ne sont pas sérieux, comme disait sans cesse leur père, et que donc cet empire n'est pas réellement le leur. Ils le possèdent, certes, mais ils ne le détiennent pas. L'argent, c'est abstrait. Le pouvoir, c'est concret, contrairement à ce que chacun pourrait intuitivement penser. Et là, Kendall le comprend. Il comprend qu'il a perdu sa famille, qu'il a perdu son empire, qu'il a perdu son pouvoir, et celui qui a passé sa vie à vouloir bluffer son père sait qu'il est trop tard pour l'ensemble de ses désirs. Et à force, il ne sait même plus vraiment qui il est. Il a tellement supplié sa sœur en lui disant qu'il n'était fait que pour diriger l'empire familial qu'il se croit mort. Et une fois défait, bien que largement milliardaire, on le retrouve à la fin de la série à contempler l'Hudson et à contempler en fait la fin de son existence propre, l'échec de la quête de son désir. Le réalisateur raconte que l'acteur Jeremy Strong, qui interprète Kendall Roy, a improvisé sur le tournage une scène où il enjambait la rambarde avant que le fidèle garde du corps de son père, qu'il avait repris à son service, ne se précipite à sa rescousse. Mais il l'a pas gardé au montage parce qu'en fait, pour lui, l'héritier d'un tel empire ne peut même pas se suicider. Il vit dans une telle bulle de protection matérielle et humaine que ça l'empêche d'échapper à cette forme de tragédie luxueuse, de langueur coupable et sans fin. C'est une boucle sans fin. Et à la fin de la seconde saison, le père avait donné un conseil à son fils. Pour réussir, tu dois être un tueur. Ça, c'est du Murdoch tout craché. Et on voyait à la fin de cette seconde saison le paternel sur son yacht voir son fils à la télévision essayer de le ruiner, essayer de l'envoyer en prison en dénonçant publiquement une affaire criminelle. Et là, Logan Roy, il jubile intérieurement, sans dire un mot. Son rêve, ça aurait été d'enfanter un tueur encore plus abominable que lui. Et si tous ces petits blancs fragiles, hyper verbeux, qu'ont pas lu Martin Eden, lui, Logan, il les voit pour ce qu'ils sont, parce qu'il est parfaitement à l'aise avec sa façon de parler, sa façon de bouger. On peut la résumer assez sobrement en 2 mots. C'est fuck off. Et si on veut étudier le langage de Logan Roy, c'est le principe même en fait de son pouvoir, de son empire et des médias, à travers finalement la manipulation de tous contre tous au profit d'un seul, le puissant, celui qui détient. Et il faut pour ça analyser, je vous invite à aller regarder, les 5 premières minutes qui précèdent le générique du 3e épisode de la 4e et dernière saison de Succession. Pour moi, c'est le plus fort de la série et un des moments les plus forts dramatiquement d'une série. On voit Logan qui ne se rend pas au mariage de son fils aîné Connor parce que il a mieux à faire, et la belle-mère de Connor lui dit, rétorque quand il lui dit, vous savez, il y a certains qui nous trouvent trop riches, vous savez, ils ne crachent pas sur le champagne.
Le patriarche appelle son fils Roman, qui va au mariage de son frère, pour tester sa loyauté, une loyauté qu'il lui a offerte dans le dos de ses frères et sœurs, et il lui demande ni plus ni moins que de prévenir la femme qu'il aime, donc maladroitement depuis le début, la secrétaire générale du groupe, de la prévenir qu'en fait elle va se faire virer, et il lui dit que ce serait plus sympa si c'était lui qui la prévenait parce qu'ils ont été proches. Lui, Logan, doit se rendre en Norvège chez le magnat de la tech Matson, qui hésite encore à racheter l'Empire après le sabotage de ses enfants, qui lui avait été dénoncé par le mari de Shiv, Tom, qui depuis le début joue sa propre partition. Ce Tom, un peu verbeux mais gerbant, appelle Greg, qui est le petit-neveu laissé pour compte de Logan, que Tom a pris sous son aile pour en faire à la fois son souffre-douleur et aussi un candide homme de main, son assistant, son bon à tout faire, son chaouche. Il l'appelle pour le prévenir que désormais il est sur la liste noire de Logan qui le trouve, je cite, visually aggravating pour le moment. Et il lui explique qu'il a trouvé plein de petits Grecs dans la porcherie pour gréguer pour lui. Ce dernier lui rétorque qu'il est un homme, qu'il n'est pas un mot. Parce que dans cette série, les gens ne sont pas des hommes, ils sont des mots. Et quand Logan arrive sur le tarmac, ça met évidemment fin à la conversation. Il monte dans le jet, il s'accroche sur l'escalier, et là, il ne sait pas encore évidemment qu'il va mourir dans un instant sur la moquette du jet. Ce tout-puissant Logan Roy lance ses derniers mots. Clean out the cells. Strategic refocus, a bit more fucking aggressive. En gros, je suis mauvais en anglais, mais ça veut dire nettoyer les écuries, on va changer de stratégie, un peu d'agressivité, putain. Et le point de départ de la série, c'était justement lorsque ce vieillard tout-puissant, dominateur, ce père manipulateur, qui a construit un empire de l'information à base de coups de poignard dans le dos, de manipulation, de jeux de pouvoir, celui qui traite sans cesse ces gamins de crétins, qui leur rappelle à chaque occasion qu'il les écrase à plat de couture, eh ben, il se réveille dans la nuit de ses 80 ans et il se met à pisser sur la moquette de sa salle de bain en pleine nuit. C'est le début d'un AVC qui va lancer une course fratricide pour sa succession. Parce que ces trois plus jeunes enfants ne savent pas qu'il est difficile de travailler aussi dur qu'il le faudrait pour tenir, évidemment pour monter, mais aussi pour tenir un tel empire, et que quand on a grandi dans un milieu aussi privilégié, on ne comprend pas qu'un empire ne se tient qu'en donnant l'exemple, bon ou mauvais, très mauvais dans le cas de Rupert Murdoch, et pas juste en ayant un nom de famille. Alors le ton de cette série démontre extrêmement bien le ridicule de ces vies dorées, à travers des grossièretés, à travers des insultes qui sont sorties d'une autre planète, et qu'on retrouve d'habitude dans des environnements à très forte pression. Les chantiers, les salles de rédaction par exemple. Mais c'est intéressant parce que finalement Murdoch, il n'a fait toute sa vie que reproduire dans ses journaux et sur ses plateaux de télévision ce ton qu'il avait lui-même découvert dans la presse tabloïde, dans la rédaction des presses tabloïdes qui n'a aucune limite, aucune vergogne, dans les années 60. Le génie de Jesse Armstrong, le réalisateur de Succession et de toute son équipe, c'est de montrer justement comment ce monde horrible, où des gens n'hésitent même plus à se brutaliser les uns les autres, sans aucune morale, à se frapper même physiquement, eh bien ce monde horrible part du poison qui coule goutte à goutte de la vision du monde, de la vision de la vie qu'a Logan Roy, et elle coule sur son management d'abord, sur sa famille, sur ses employés, et à travers leurs médias, parce que c'est là le cancer de nos démocraties. Ce sont des métastases qui vont dans le monde entier se propager, eh bien, va toucher la démocratie. C'est ça le pouvoir tragique de Rupert Murdoch sur notre démocratie, et on l'a montré finalement sans phare dans cette série, parce que quand les enfants de Logan Roy favorisent l'élection d'un suprémaciste blanc en l'annonçant sur leur antenne de leur Fox News qui s'appelle ATN, en obligeant toutes les autres chaînes à en faire de même, bah, ils ne le font pas par conviction politique particulièrement, quoique. Ils le font parce qu'ils pensent que ce candidat, Mencken il s'appelle, empêchera le deal de la vente de leur empire à une société étrangère. Et ça, c'est la manière dont le pouvoir politique et économique est structuré aujourd'hui. La manière dont est fait la saucisse, comme disent les Anglais. Et cette manière, elle n'a pas énormément changé depuis la révolution industrielle, qui a été initiée d'ailleurs au Royaume-Uni. Mais aujourd'hui, avec l'ouverture des sources, nous, on peut avoir une vision stratégique. On peut le voir et on peut lutter contre ça. D'ailleurs, Armstrong, à la fin, il ne veut pas que le suprémaciste blanc l'emporte après le recompte des voix, parce qu'il pense que cette crise démocratique américaine, c'est d'abord une crise qui provient des médias, et qu'à la fin des fins, c'est le peuple qui doit la trancher. Ce n'est pas des auteurs de fiction. Cependant, celui qui doit être finalement assez heureux de cet énorme affront en mondovision qui va durer dans le temps, c'est Rupert Murdoch lui-même, parce qu'il a voulu, toute sa vie, elle a été longue, se construire une image de dur à cuire dont la nature même est de gagner toujours. Et au final,
personne ne l'a jamais battu. Et si le thème de la série, au fond, c'est la mortalité ou l'immortalité, eh bien, c'est parce que c'est la quête des hommes puissants. Murdoch lui-même a toujours répondu, lorsqu'on l'interrogeait sur sa succession, qu'il ne comptait pas mourir. Et ça correspond aussi à tout l'esprit swashbuckling, comme on dit, qu'il a inculqué à News Corp et qu'on retrouve dans Succession. On pourrait le traduire en français par une culture de cap et d'épée. C'est-à-dire que concrètement, ce sont des gens qui visent la promotion à des postes clés, des gens creux, qui s'accrochent juste au lustre du pouvoir, à ces apparats, les voitures, les chauffeurs, les montres. Et c'est pour cela que Murdoch a poursuivi, dans une forme de solitude profonde, dans une forme de paranoïa totale d'ailleurs, une quête insatiable de coups, de conquêtes, de victoires, de profits, de guerres culturelles, qui l'ont placé dans des urgences impérieuses, ce qui est finalement le propre d'un empire qui a été créé sur le levier de la dette, on va en parler. Et cette activité débordante a fait à force qu'il a oublié même que la mort existe. D'ailleurs, en janvier 2018, 6 mois avant la diffusion du premier épisode de Succession sur HBO, Rupert Murdoch se lève en pleine nuit sur un magnifique yacht au milieu de la mer des Caraïbes et il va pisser. Et tout d'un coup, il trébuche. Alors sa femme, Jerry Hall, l'ancienne épouse de Mick Jagger, l'entend hurler à la mort. Murdoch croit qu'il va y passer, qu'il va mourir sur ce yacht. Elle panique. Elle appelle ses 4 enfants, qu'il avait passé sa vie à monter les uns contre les autres. Et il est héliporté vers un hôpital de Los Angeles. Eux, ils se précipitent dans des jets privés. Ils arrivent à son chevet pour faire la paix. Et aussi pour commencer à assurer la succession de Murdoch. En 97 déjà, il avait ouvert le débat sur sa succession. Et depuis plus de 25 ans, la famille Murdoch ne cesse de se déchirer à ce propos. Sa fille aînée, qui est issue d'un premier mariage, a toujours été hors de la course. D'ailleurs, dans un discours en 97, pour sa succession, il parlait de ses 3 enfants. Elle lui en a voulu à mort. Sa deuxième fille, celle qui a inspiré Shiv dans Succession, pensa avoir fait ses preuves en licenciant à tour de bras pour améliorer les marges de l'entreprise paternelle, mais elle n'a finalement pas réussi à déjouer le machisme ontologique de Rupert Murdoch. Pour lui, une femme, c'est simple, elle n'a pas les couilles pour gérer un empire médiatique comme le sien. Alors il a toujours favorisé son fils Lachlan, qui comme lui est un fervent patriote australien, est un libertarien conservateur, un républicain, un atlantiste. Lachlan a fait son trou dans le groupe pendant une dizaine d'années, avant de démissionner sur un coup de tête. Il en avait marre d'être humilié, d'être contredit sans cesse par son paternel. Et alors c'est son 4e enfant, James, le petit prince, qui a abandonné Harvard pour devenir producteur de rap, notamment d'Eminem au tout début de sa carrière, qui s'est retrouvé à devoir jouer le rôle du patron corporate, dur, costumé, pour devenir le successeur désigné de Rupert Murdoch. On raconte d'ailleurs que à l'époque, il serrait ses chaussures à l'extrême pour avoir ce que Kendall Roy appelle dans Succession une force de traction intérieure, une contenance de patron. Mais James a un tort assez grave dans la famille Murdoch. C'est qu'il est démocrate. Et sa femme, en plus, est écologiste. Alors, quand, en 2011, il a dû témoigner dans l'affaire Le Scandale des écoutes de News of the World, leur titre londonien, sa sœur est allée voir son père et a demandé, l'a poussé à sortir son petit frère de l'équation de la succession. Le climat familial chez les Murdoch était alors si tendu que le paternel a décidé d'organiser une thérapie familiale autour d'un psychanalyste réputé dans son ranch australien. C'est d'ailleurs repris dans un épisode de la série Succession. En 2015, Rupert Murdoch rappelle finalement son aîné, son chouchou, Lachlan, à la rescousse. Alors ce dernier quitte l'Australie, où il s'était fait un prénom, et il doit lui-même annoncer à son frère la nouvelle. C'est Abel contre Caïn. En 2017, quelques semaines avant la chute de Rupert Murdoch dans le yacht, et après l'élection de Trump, l'éviction de Roger Ailes à la tête de Fox News, Murdoch a signé le deal de sa vie avec Disney, en leur revendant son studio hollywoodien à Fox pour 52,4 milliards de dollars. Cet accord prévoyait de placer Lachlan à la tête de Fox News, mais ce dernier a vu ça comme un démantèlement de son empire et du pouvoir qu'il espérait hériter de son père. James, son frère, a empoché 2 milliards, comme ses frères et sœurs, et il a décidé de couper les ponts avec sa famille, sans avoir écrit un petit mail à tous les collaborateurs de Fox qu'il dirigeait, en leur rappelant qu'il n'existe pas de bons nazis, contrairement à ce que venait d'affirmer le président Donald Trump à Charlottesville. Il a ensuite fait un don à la campagne de Joe Biden et il a démissionné du conseil d'administration de News Corp sans un mot. D'ailleurs, le bruit court qu'il serait un des consultants anonymes des auteurs de la série Succession
qui en effet sont très bien informés sur les coulisses de News Corp. Aujourd'hui, le patriarche a 92 ans, il vient de divorcer, de rompre de nouvelles fiançailles, il sort d'une affaire qui lui a quand même coûté 787 millions et demi de dollars et qui aurait pu détruire la réputation de Fox News. Oui, pour s'éviter le procès de diffamation du siècle, comme le titre son ennemi juré, le New York Times, Rupert Murdoch a préféré dédommager, au tout dernier moment, un fabricant de machines de vote électroniques américain qui s'appelle Dominion. Parce que sinon, il aurait fallu qu'il soulève le capot de toute sa fabrique de fausses informations. Et on aurait vu, dans un tribunal américain, les dirigeants et les présentateurs vedettes de Fox News avouer, après la publication d'écoute, avouer avoir menti en diffusant des fake news après l'élection de 2020, qui sous-entendait que les machines de vote électroniques avaient été trafiquées, tout bonnement et simplement, pour faire perdre Donald Trump. Cette affaire avait fragilisé à l'époque la Klan, qui a décidé de fuir Los Angeles en 2021 pour rapatrier toute sa petite famille à Sydney. D'ailleurs, les analystes financiers pensent aujourd'hui que le jour où Rupert Murdoch mourra, son fils Lachlan sera éjecté de la tête du groupe. Et dans les dernières années, Rupert Murdoch a quand même subi des crises d'épilepsie, un Covid lourd, une fracture du dos, deux pneumonies. Il avait déjà battu un cancer de la prostate en 2000. D'ailleurs, pour la première fois de sa vie, Rupert Murdoch a répondu à la pression de ses actionnaires en fusionnant Fox et News Corp pour remettre son empire en ordre de marche avant peut-être d'en donner les clés à Lan Lan, qui finalement aura toujours été son premier choix. Mais au fond, rien n'est moins sûr pour sa succession. Parce que ses 4 autres enfants, quand Murdoch va mourir, ils attendent ça, je crois, plus ou moins impatiemment, vont récupérer ces 50% de droits de vote dans la holding familiale. Et à ce moment-là, peut-être que James pourrait, des rumeurs le disent, négocier le soutien de ses 2 sœurs pour pouvoir renverser son frère Lachlan à la tête du groupe et avoir comme projet de redessiner le paysage médiatique et le paysage politique anglo-saxon, atlantiste et mondial. Les cadres d'ailleurs de Fox News redoutent plus que tout le virage incarné par ce petit libéral de James et ils pensent que la destruction de Fox News est la mission qu'il s'est donnée dans la vie pour nettoyer, pour éponger, pour épurer le nom de Murdoch. Il est certain que s'il prenait Fox News, tous les néoconservateurs qui en ont fait leur Fort Knox ces dernières décennies auraient la porte ouverte, peut-être même qu'il pourrait faire de Fox News une véritable alternative de centre-droit républicaine à sa concurrente de toujours, CNN, à moins que, au fond, il propose aux actionnaires de vendre la chaîne à un fonds d'investissement pour s'en débarrasser et pour recentrer encore plus News Corp, peut-être sur des activités digitales, puisque c'est son dada. Rupert Murdoch dit lui-même que son groupe est le reflet de sa pensée. Elle reflète son caractère et de ses valeurs. Et on peut dire qu'au mieux, elles sont très 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 conservatrices. Parce que ces médias mènent depuis des décennies, et sans relâche, une croisade totale contre l'État-providence, contre les services publics, contre les syndicats, contre l'homosexualité et contre l'idée même de réchauffement climatique. Depuis 7 décennies, Murdoch a ainsi contribué à la polarisation des débats politiques, à l'essor de ces fameuses guerres culturelles, à la multiplication des fake news, ces fausses informations, et à ce climat de relativisme absolu dans la société que certains appellent la post-vérité. Il cultive et il projette aussi cette image de faiseur de roi, l'homme capable de faire dans l'ombre ou de défaire une élection, mais la clé de son succès réside bonnement et simplement dans l'usage de la vulgarité, dans l'usage du scandale, couplé à un goût sans limite qu'il a depuis toujours pour la compétition. Il est donc l'incarnation même de l'entrepreneur individualiste, impitoyable, et il restera comme le plus puissant baron du fameux village global, vous savez, comme l'avait prédit Marshall McLuhan, parce que l'essor des moyens modernes de communication de masse a finalement, oui, mis en place une culture unique, avec un temps, un espace et un rythme commun partout dans le monde. Ce sont ces fameuses chaînes d'information en continu. Et cet endroit virtuel, depuis 3 décennies, a un nom. C'est pas la noosphère comme Taillard de Chardin, c'est l'Internet. Et le renforcement des identités, la captation des décisions, la viralité, la fausse interactivité sont en fait le fruit de l'importation dans l'information continue à la télévision des vieilles recettes crasseuses de la presse tabloïde anglo-saxonne
qui, depuis la révolution industrielle, servent à calmer l'ouvrier britannique en lui parlant d'arnaque, de crimes et en lui montrant des jolies filles. Avant, c'était en lui parlant. Murdoch a pris le virage, c'est en lui montrant. L'histoire de la murdochisation des esprits, pour moi, c'est celle tout simplement du capitalisme à l'ère de la globalisation économique, de la globalisation financière. C'est celle du capitalisme à l'ère de la révolution des télécommunications. Murdoch était le premier à penser aux satellites et de la concentration des médias avec ses fameuses participations croisées. Rupert Murdoch, ça a été un acteur clé parce qu'il a bien voulu, il a poussé les politiques à le faire, mais aussi un produit de la financiarisation et de la dérégulation des marchés de l'information comme du divertissement qu'il a mélangé, qu'il a noué. Parce que ce qu'il aime avant tout, il le dit lui-même, c'est l'influence, si minime soit-elle, que procure la presse. Et il avoue souvent qu'influencer les gens, c'est ce qui lui procure le plus de plaisir. Et c'est ce sadisme qui s'est avéré sans limite qui restera de lui. Parce que, après la mort de Berlusconi, Murdoch, c'est vraiment le dernier des dinosaures d'une époque quasiment révolue où les magnats de la presse assumaient carrément, publiquement, de peser de tout leur poids sur la qualité du débat public, d'imposer leur vue, d'imposer leurs candidats, et même parfois, c'était le cas de Berlusconi, de prendre le pouvoir eux-mêmes pour en user et pour l'user jusqu'à la corde. L'histoire de Murdoch, elle révèle aussi l'impact des progrès continus, de la concentration des médias et du divertissement sur nos démocraties libérales. Parce que ce qui distingue Murdoch des précédents barons de la presse, ses prédécesseurs, c'est qu'en fait, il est parvenu à la fois à faire de la propagande, mais aussi des profits. Et c'est parce qu'il génère des profits que sa propagande est puissante. Il a opéré une synergie très rare, très fine, entre ses intérêts commerciaux et ses intérêts politiques. C'est pour ça que depuis le début, Murdoch soutient avec constance le libre-échange, tous les intérêts stratégiques des États-Unis, et un projet politique populiste conservateur. C'est un patriote australien, Murdoch, et pourtant en 85, il a accepté, il a voulu devenir citoyen américain. Pourquoi ? Pour obtenir une licence de télévision. Et c'est ça pour lui la modernisation. C'est l'américanisation du monde. C'est le seul standard. C'est ce qui lui a permis de survivre et de prospérer. Parce qu'il avait cette boussole, l'atlantisme, et qu'il a excellé dans l'art de faire ce que d'autres répugnaient moralement. Ce cynisme, son alter ego de succession, Logan Roy, appelle ça l'agressivité. C'est l'avidité en fait. Mais d'où peut bien venir une soif de pouvoir aussi inextinguible qui maintient un milliardaire en activité à 92 ans ? Eh bien, il faut comprendre que les médias de Murdoch ont contribué à l'affaiblissement de la démocratie. Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement habitués à considérer la presse comme un pilier de la démocratie qu'on a du mal, cognitivement, à se la représenter comme une menace, politiquement aussi. Pourtant, les médias, c'est clair que ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Les médias peuvent fabriquer l'opinion, peuvent façonner des attitudes, peuvent influencer des conduites. Et Murdoch lui-même avoue que ces médias ont des pouvoirs spéciaux, je cite, qu'ils contribuent à définir l'ordre du jour des discussions, des débats politiques. C'est ce qu'on appelle l'agenda setting, qui contribue aussi à glorifier ou à diaboliser certains comportements. Vous savez, c'est les médias qui décident des programmes qui sont proposés à nos enfants. C'est les médias qui peuvent découvrir et mettre en lumière ou cacher les méfaits des gouvernements ou des grandes multinationales. Alors, Murdoch est le premier grand patron de presse qui, dans ses éditoriaux, en l'occurrence dans le Sun, a défendu ses convictions politiques et sociales d'une manière transparente. Il a défendu la révolution thatcherienne dans un journal qui était fait par les syndicats. Il a défendu la révolution reaganienne. Il a défendu la climato-sceptique révolution. Il a défendu la révolution populiste conservatrice que nous voyons aujourd'hui pousser, germer dans le monde entier. Parce que c'est un détenteur de propriétés croisées justement de médias, dans la presse, dans la télévision, dans la radio, dans l'édition. Eh bien, il est plus que quiconque capable d'influencer le cadre dans lequel se déroule aujourd'hui le débat démocratique, en raison d'ailleurs du caractère complètement autoréférentiel de l'agenda médiatique. Pour Murdoch, il suffit de faire publier un livre qui défend ses idées, les idées dans lesquelles il croit, par n'importe qui, de le faire encenser dans ses différents médias, dans ses journaux, dans ses radios, dans ses télévisions, dans ses médias sur Internet, pour offrir une place prépondérante dans le débat à ses idées. Et finalement, le grand public n'a pas conscience que dans l'espace public, il se retrouve dans une gigantesque chambre d'écho qui est au départ organisée et détenue, en l'occurrence, par un seul homme. Murdoch, aujourd'hui, est toujours le premier employeur de journalistes dans les pays anglophones. Il a tellement fragilisé le journalisme professionnel, qui est garant depuis plus d'un siècle quand même de la stabilité
de nos démocraties libérales qu'il est parvenu à dominer le monde en devenant un autocrate dont le pouvoir s'exerce sans réel contrôle en vertu de la fameuse séparation des pouvoirs. Et pour lui, le contre-pouvoir est devenu, sous son règne, le vrai pouvoir. Et l'abus de pouvoir est devenu, sous son règne, la norme. C'est donc un pirate qui a toujours contourné les règles, qu'il méprise par principe, tout comme les gouvernements, pour parvenir à ses fins qui, in fine, servent aussi ses investisseurs. Parce que, chez Murdoch, tout se rapporte à des relations personnelles, des relations intéressées, et souvent des relations secrètes d'ailleurs. C'est pas le seul responsable de la pollution de la presse et du débat public, évidemment. Mais ça en est quand même le principal. C'est pour ça que je vous propose de rentrer dans le détail dans sa vie, dans la vie de celui que le président Biden a publiquement traité d'homme le plus dangereux du monde. Et Fox News est traité par l'administration américaine comme l'une des forces les plus destructrices des États-Unis. Murdoch a affaibli le journalisme parce qu'il méprise depuis toujours sa déontologie. Il a affaibli l'information parce qu'il a voulu la confondre avec le divertissement. Il a affaibli la vérité parce qu'il l'a subordonnée à l'audience, au profit. Et finalement, il a asservi l'intérêt général à son intérêt particulier parce que pour lui, il n'y a pas d'intérêt général. Il a exposé comme ça l'humanité à un climato-scepticisme de masse. Il a diffusé des théories covido-sceptiques et vaccino-sceptiques délirantes sur Fox News pendant la crise du Covid-19. C'est pour ça que Murdoch est un danger pour les démocraties libérales. C'est parce qu'il corrompt les principes même de la souveraineté, de l'élection, de la publicité des débats, en s'arrogeant dans l'ombre et sans contrôle un pouvoir sans précédent dans l'histoire humaine, celui de peser seul sur les destinées de plusieurs pays démocratiques, de peser seul sur la destinée de l'atlantisme. Et les manipulateurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je peux vous le dire, ils rêvent d'avoir une audience comme celle de l'Empire News Corp. Alors, Murdoch, on ne peut pas en faire non plus plus que le diable, c'est aussi un symptôme du mal, autant d'ailleurs que le mal lui-même. Parce que la concentration des médias entre quelques mains, cette concentration croissante, dans l'édition, le divertissement, au service d'intérêts commerciaux et politiques, c'est ça le véritable cancer qui ronge nos démocraties. Et en France, où Murdoch n'est pas présent, c'est 11 milliardaires qui détiennent aujourd'hui 80% des quotidiens généralistes. Ils détiennent aussi 60% de la part d'audience de la télévision et la moitié des audiences de la radio. 11 milliardaires. Et la tendance va s'aggraver. Le propriétaire de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, a pour projet de racheter M6 aux Allemands de RTL. Pourquoi il achète M6 ? Pour gagner une influence sur les décideurs publics français et aussi sur le législateur européen, parce que c'est l'Europe qui lui accorde des exonérations fiscales considérables. Pourquoi ? Pour que des acteurs européens comme lui puissent prospérer dans le transport de marchandises face à la concurrence des mastodontes chinois. C'est une question géopolitique et posséder un média est un pouvoir géopolitique. Alors, pour bien comprendre les barrières qu'a dû repousser quand même Rupert Murdoch, les résistances, pour bien comprendre aussi les voies qu'il a ouvertes à tant d'autres et les époques qu'il a traversées avec leurs évolutions technologiques, sociologiques, leurs changements politiques, je vous propose de suivre chronologiquement cette marche destructrice et impériale à travers notre paysage démocratique, notre capital, celui qu'on va céder à nos enfants. Et cette marche destructrice a duré déjà plus de 70 ans. Pour avoir une vision stratégique, il est indispensable de comprendre comment les médias sont devenus de grandes forces du mal, comment on a influencé la vie publique et les grandes décisions politiques ces 40 dernières années, et donc comment Murdoch est devenu le cancer de la démocratie.